Cette vidéo aborde des thèmes complexes et montre des images violentes, parfois extrêmement graphiques, susceptibles de heurter certaines sensibilités. La majorité d'entre elles seront cependant floutées par obligation de respecter le règlement de YouTube. Ce documentaire est à des fins éducatives et les photos, extraits vidéo utilisés sont soit tombés dans le domaine public, soit utilisés dans le cadre du droit de citation. Il est important de préciser que les propos développés ici ne sont en aucun cas ceux d'un journaliste, d'un historien ou d'un chercheur. Je ne suis ni un média d'information, ni un militant d'une cause ou d'une autre. En tant que photographe, mon seul domaine d'expertise est celui de l'image et c'est par ce prisme que j'aborde les événements évoqués. La sensibilité des sujets traités, la violence des faits évoqués et leur actualité brûlante sont des obstacles à la visibilité de cette vidéo sur YouTube. Si tu estimes que ce travail peut contribuer au débat public, tu peux soutenir sa diffusion en laissant un commentaire pour en augmenter l'engagement, mais surtout en la partageant au maximum de personnes. Et enfin, continuez la discussion avec elle. J'ai toujours été fasciné par ces images iconiques, celles qu'on présente comme ayant changé l'histoire. Un jour, j'ai parlé de ces quelques photographies qui, à elles seules, ont pu éviter un conflit nucléaire mondial, de comment quelques autres ont servi, elles, à justifier une guerre. J'ai parlé de Lee Miller, qui, au travers de son travail photographique, a porté aux yeux du monde les horreurs de la Shoah. Des images si terribles que le monde entier a juré que ça n'arriverait plus. Si on avait su, si on avait vu ces images avant, on aurait pu éviter ces événements. Le jeune homme anonyme qu'on voit sur cette image a risqué sa vie pour réunir les preuves photographiques d'un génocide et l'exposer au monde entier. Ces images-ci sont celles d'une jeune femme qui a choisi la photographie pour documenter son quotidien au centre du conflit qui a suivi le 7 octobre. La question c'est, à une époque où on est désormais bombardé d'images violentes sur nos écrans de télé, dans les journaux, sur nos téléphones, via chaque réseau social, quel est le véritable impact de ces photographies ? Verify the pictures. It's just propaganda, it's just fake news. عنوان اللي يخبر العالم. I want just to be in a normal place, feel I am a normal person. It's like we're watching Auschwitz on TikTok. Le livre de photos le plus effroyable que j'ai jamais parcouru, c'est Krieg dem Kriege, Guerre à la guerre. Son auteur, c'est Ernst Friedrich, qui a à peine 20 ans quand a lieu l'attentat de Sarajevo en juin 1914, donc l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, l'héritier des trônes d'Autriche et de Hongrie. En quelques semaines d'escalade à peine, l'événement sert d'excuse au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ernst, lui, est né en Pologne, enfin en Prusse à l'époque, la Triple Alliance, l'alliance militaire germano-austro-hongroise, c'est que des mots pour lui qui s'est engagé très jeune politiquement au Parti social-démocrate. Il est convaincu que la guerre c'est un non-sens, et lorsque la nation l'appelle sous les drapeaux pour lutter contre la Triple Entente, donc la France, le Royaume-Uni et la Russie, il se fait objecteur de conscience, et finit enfermé dans un asile psychiatrique. En 1917, il ira même en prison pour sabotage d'activités militaires et il sera libéré seulement durant la Révolution allemande après la guerre. Mais son enfermement et les 4 ans de conflits mondiaux, ça a fait que renforcer sa conviction intime sur l'absurdité d'un conflit de cette ampleur. Faut comprendre ce que c'est que la guerre 14-18, la première qu'on qualifie de guerre totale, mondiale, d'un conflit globalisé. Elle mobilise un nombre de soldats sans précédent, 60 millions d'hommes. Elle fait un nombre de morts effrayant, 10 millions parmi les soldats, 9 millions parmi les civils. Jamais il y a eu d'équivalent dans toutes les guerres antérieures. Friedrich, qui rejoint les mouvements anarchistes pacifistes et antimilitaristes après-guerre, n'a désormais plus qu'un seul objectif dans sa vie, tout faire pour que de tels événements ne se reproduisent jamais. Et pour ça, il a une solution, l'image. Il sait que les chiffres que je viens de te donner, ça fera jamais changer des comportements humains. Déjà, notre cerveau, il est très très mauvais pour se représenter vraiment des grands ensembles de nombres. Et puis des chiffres, des données, ça fait appel à de la logique. Et même si on aime bien s'en gargariser, en fait on n'est pas des êtres logiques, on est des êtres d'émotion. On a besoin de voir pour ressentir de l'empathie. Et la Première Guerre mondiale, c'est le premier conflit où le média photographique est utilisé à cette échelle pour documenter ce qui se passe. J'ai déjà abordé ce sujet dans une précédente vidéo. Pourtant, ce n'est pas nouveau. Dès que la photographie a commencé à devenir un média de masse au tout début du siècle dernier, les militaires ont compris l'enjeu stratégique que l'image représentait. C'est la création des premiers services photo des armées. Les livres d'histoire montrent encore aujourd'hui les images d'Ernest Brooks, le premier photographe engagé par l'armée britannique pour documenter la Grande Guerre.
des silhouettes anonymes, des officiers qui posent, qui attendent. La réalité est tout autre, mais la réalité n'est pas le but recherché de ces images. La réalité, c'est justement le but que Frédéric va rechercher. Frédéric, c'est pas un photographe. On ne connaît pas les noms de ceux qui ont pris les images de cet ouvrage, des photos prises par des anonymes ou trouvées dans des archives médicales allemandes, françaises, britanniques, ou parfois dans des rapports internes de la Croix-Rouge. Des images récupérées sous manteau, bien loin de celles reluisantes officielles et autorisées d'Ernest Brooks. Au peuple de toutes les nations, les images de ce livre, saisies par la lentille photographique, impitoyable et incorruptible, de la tranchée abri et de la fosse commune, de la vie dans les étapes, du champ d'honneur et d'autres idylles du grand temps, pas un seul homme, dans aucun pays, ne peut s'élever en témoin contre ces photographies, en disant qu'elles ne sont pas vraies, ou bien qu'elles sont en contradiction avec la réalité. Après un premier pamphlet, écrit à la fois en allemand, en néerlandais, en anglais et en français, l'ouvrage s'ouvre sur des illustrations enfantines, des images de soldats de plomb et d'autres jouets qui initient les enfants à la guerre dès leur plus jeune âge. Guerre à la guerre, c'est une œuvre séquentielle basée sur des diptyques, avec pour première page une prémisse, et la résolution, toujours funeste, sur la seconde. Et toujours une légende quadrilingue, souvent ironique, voire absurde, aussi absurde que la folie qu'elle décrit. Des images de soldats prises avant et après avoir rejoint le conflit, comme celle de ce jeune homme surnommé Petit Père, pris en photo pour le journal familial. Petit Père 2 jours après, aspect non publié dans le journal de la famille. Il met en scène la disparité des sorts selon si on est notable, bourgeois et haut gradé, avec celui des prolétaires et des classes populaires. Guillaume II, empereur par la grâce de Dieu, revient de l'inspection du champ de bataille. Pour que son pied royal ne soit pas sali par du sol ensanglanté, on lui a bâti exprès une passerelle en bois. Plus loin, une image de cadavre, légendée. Au front, le prince héritier de l'Empire d'Allemagne n'y est pas. La folie des soldats enivrés par la violence. Ils rient et se réjouissent sur les corps écharpés de leurs ennemis. Tués dans la tranchée, quelle joie que la vie de soldat. De quelle manière on enterre un général doucement expiré à l'étape, et de quelle manière on expédiait les prolétaires égorgés au front. Mère, voilà le sort de vos fils dans la guerre. D'abord assassinés, puis pouillés jusqu'à la peau, et enfin abandonnés comme mangeailles d'animaux. Plus les pages avancent, plus on plonge dans une horreur indicible. Les cadavres squelettiques des soldats qui tombaient malades du typhus, et qu'on jetait vivants dans des fosses pour les laisser mourir de faim. Des gens morts gazés, fusillés, pendus. Des ennemis, des hommes ou des femmes, ou des alliés, ceux qui refusaient d'aller se battre à la guerre. Des fois, c'est pas des photos, mais des documents, articles de presse. Par exemple, ce règlement de police concernant une maison publique. Un bordel. On y décrit l'ordre de passage des régiments et, je cite, « Pour ne pas demander de ces femmes un travail qui surpasse leurs forces, le nombre de passes quotidiennes autorisées pour qu'elles puissent faire leur devoir pour la patrie dans de bonnes conditions. Pas plus de 10 par jour, 6 jours sur 7. » On y trouve aussi des images extrêmement rares et absolument abominables du génocide arménien qui a eu lieu entre 1915 et 1916 en Turquie. À nouveau, la Turquie aujourd'hui, avant 1923, c'était l'Empire ottoman. Le premier génocide du XXe siècle, qui a, à coup de déportation et de famine, coûté la vie, selon la majorité des historiens, à 1 200 000 Arméniens. Il y a que 3 photos dans le livre que je te montrerai pas, tellement elles sont insoutenables, et en plus concernent des enfants. La dernière partie montre des images d'après-guerre, toujours légendées entre factualité et ironie. Après la guerre, le Kronprinz d'Allemagne, homme de peine, et le prolétaire mutilé dans la guerre, exécutant son sport quotidien. Ici, le roi Georges d'Angleterre et un ancien soldat. Sur des pages et des pages, des portraits des gueules cassées, les visages horriblement défigurés. Celles que je mets ici sont les moins pires. Le livre de Frédéric, à sa sortie, il est immédiatement attaqué par le pouvoir allemand, les anciens combattants et des groupes patriotiques. Des descentes de police ont même lieu dans certaines librairies, mais en parallèle, il est salué par les intellectuels, les artistes et les ligues pacifistes qui voient un manifeste extrêmement puissant au point qu'en 1930, l'ouvrage compte déjà plusieurs rééditions et traductions. En 1925, dans la continuation de son travail, il ouvre un musée anti-guerre qui montre à nouveau les photos, mais aussi les outils de meurtre utilisés sur les champs de bataille. Il annonce que l'entrée du musée est gratuite pour les militaires, ce qui lui vaudra une amende pour outrage à l'armée.
C'est bien évidemment l'arrivée des nazis qui va mettre fin à son travail. Ils vont aller saccager le musée pour en faire, ironie du sort, un local de l'ASA. Il arrive à fuir des camps de concentration où il est envoyé, et après plusieurs aventures, il finira par prendre le maquis en Lozère, en France. C'est seulement en 1982 que le musée anti-guerre va réouvrir à Berlin. L'ouvrage de Frédéric est évoqué dans Devant la douleur des autres. C'est l'essai qui m'a le plus marqué de Suzanne Sontag, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois sur cette chaîne, parce qu'une grosse partie de son travail intellectuel est centrée sur la photographie. Elle met Guerre à la guerre en parallèle avec une autre œuvre qui cherchait elle aussi à démontrer visuellement l'horreur qu'avait été la Première Guerre mondiale, le J'accuse d'Abel Gance. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, parce que je l'ai vu assez jeune, et pourtant c'est pas facile d'être touché par un film muet quand on a quoi ? Je devais avoir 14-15 ans peut-être. Je me souviens de la fin où le protagoniste, Jean Diaz, devenu fou, traumatisé par la guerre, hallucine tous les soldats morts qui se lèvent des tombes pour demander des comptes aux vivants. Il rentre ensuite chez lui et dégoûté par le poète qu'il était avant de perdre ses illusions à la guerre, il déchire ses anciennes œuvres jusqu'à ce qu'il tombe sur son ode au soleil. Il accuse alors, juste avant de mourir, le soleil couchant d'avoir observé toute la souffrance des hommes sans jamais être intervenu. Comme si ces massacres n'avaient jamais existé. Cette réflexion autour de l'image comme représentation de la violence, c'est le cœur de l'essai de Sontag, qui s'interroge sur ses pouvoirs en tant que média, de rendre visible la guerre à ceux qui la vivent pas, qui n'en souffrent pas, et pourtant qu'elle affecte, qu'elle marque. Mais aussi ses limites, ses problématiques. Qu'est-ce que la représentation fidèle de la guerre ? Celles et ceux qui sont photographes ici, on sait que les photographies mentent par omission, par mise en scène, par simplification. Elles montrent jamais que ce que cadre le photographe, et que lorsqu'il décide de déclencher. S'interroger sur ces images, c'est s'interroger sur ce qu'on voit, mais aussi sur ce qu'on voit pas. Quelles horreurs sont pas montrées, quelles images ne parviennent jamais jusqu'à nous. Il y a un passage qui résume à lui seul pourquoi j'ai une telle fascination pour la photographie, qui explique à quel point, pour moi, ça en fait un média aussi unique. L'imagerie incessante, télévision, vidéo, cinéma, constitue notre environnement. Mais dès lors que la question du souvenir se pose, la photographie est plus incisive. La mémoire procède par l'arrêt sur image. Son unité de base est l'image isolée. En cette ère d'information saturée, la photographie représente un moyen rapide d'appréhender un objet ainsi qu'une forme compacte de mémorisation. La photographie est comparable à une citation, à une maxime ou à un proverbe. Chacun d'entre nous dispose, dans son stock mental, de centaines de photographies dont le souvenir peut être instantanément rappelé. Dans le roman que constitue notre perception du réel, de la réalité, la photo, c'est le slogan, c'est la citation qui fait mouche, qui résume la compréhension soudaine d'un concept complexe. Mais un slogan, c'est à double tranchant. Il peut aussi faire partie des outils de transformation, de simplification du langage, qui nous empêchent la réflexion et nous tétanisent dans l'incompréhension ou la mécompréhension. Les photos des visages éclatés et reconstitués tant bien que mal des gueules cassées, ça te frappe avec une telle violence que c'est pas possible de pas être imprégné par ces images, de pas les garder en nous un long moment. Il y a une force unique dans la photographie que ni les images animées, ni les images peintes ou illustrées peuvent atteindre. Une force unique de démonstration. Et c'est pas leur seul pouvoir. Je parle souvent sur la chaîne de la création artistique via la photographie, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi, d'abord, un acte mécanique, technique, qui, en dehors de son potentiel de créer de l'intention, du symbole, a d'abord la fonction de figer, de garder en mémoire, de témoigner. La photographie a en elle le pouvoir de la preuve.
On est en 2010, le printemps arabe se propage dans plusieurs pays. Des millions de manifestants réclament plus de liberté, plus de justice sociale, la fin de la corruption et des régimes autoritaires. Des mouvements qui vont mener à la chute de plusieurs dirigeants du monde arabe, en Tunisie, en Égypte, au Liban, au Yémen, mais aussi qui va mener à des guerres civiles, notamment en Syrie. Dans ce pays, l'étincelle, c'est quelques adolescents qui vont se retrouver torturés juste pour avoir peint des slogans contre le régime sur un mur. Plusieurs manifestations éclatent alors, le gouvernement de Bachar al-Assad réagit de manière extrêmement brutale, au point que le mouvement va se radicaliser. Des hommes prennent des armes, des soldats vont faire défection, ce qui donne naissance à l'armée syrienne libre. Le conflit est désormais généralisé à tout le pays. Se met alors en place un système de répression ultra centralisé où Bachar al-Assad va organiser méticuleusement le massacre de sa propre population. Mais pour l'instant, en 2011, la scène internationale, elle voit ça d'un œil extérieur. Bon, elle sait que le régime sait pas détendre et que la réponse aux manifestants, ça doit être pas joli, mais on est très très loin d'imaginer ce qui se passe vraiment, jusqu'à l'intervention d'un dénommé César. I go by the code name Caesar. César est photographe pour la police militaire syrienne. César, c'est un technicien, c'est pas un artiste. C'est pas non plus un révolutionnaire ou un activiste ou encore moins un opposant politique. C'est un jeune homme normal qui a un métier technique, documenter les décès enregistrés par l'appareil d'État pour les archives. Un poste en fait qui a rien d'exceptionnel dans un pays où l'État en fait imprègne tous les secteurs de la vie civile. Il est un peu comme tout le monde, il vit au cœur du régime sans y participer, vraiment activement, et puis il fait ce qu'on lui dit de faire, il prend des photos, il consigne des dossiers, il rentre chez lui. Jusqu'à ce que commencent les manifestations. Là, tout va changer. Soudain, le nombre de corps à photographier explose. Et surtout, les morts qui défilent devant lui, c'est plus des soldats, ou des victimes d'accidents, ou des affaires criminelles. Les corps qu'on lui amène, c'est des civils. Des hommes jeunes pour la plupart. J'en reviens à mon avertissement du début de vidéo, mais ce sont ces images que je peux pas te montrer. Parce que c'est pas seulement des gens morts, ce sont des gens dont le corps porte les marques de la torture, ligotés, amaigris, brûlés, tuméfiés. Des dents ou des yeux arrachés, des coupures, des plaies. César comprend vite que ces morts sont pas le fruit du chaos de la guerre, mais le produit méthodique d'un système. Ce sont des détenus morts torturés. Chaque jour, il est sommé de photographier entre 30 et 50 cadavres, parfois plus. Des chiffres inscrits sur un papier collé sur le buste ou le front, parfois même la peau. Une chaîne bureaucratique impitoyable s'est mise en place. Chaque prison, chaque centre de détention, chaque unité militaire attribue un code, une photo, un rapport, une archive. Le régime tue et le régime documente ses propres crimes avec une précision chirurgicale. Je vais me garder de faire des hyperboles et de scénariser sur ce qui a pu se passer dans la tête et dans la chair de César à ce moment-là, parce que je peux même pas imaginer ce que c'est que de vivre dans cette situation. Mais sa réaction, c'est celle qu'on aurait probablement toutes et tous à ce moment-là. Horrifié, il va décider de déserter et de s'enfuir du pays. Il se confie à un ami proche, qu'on va appeler Sami, pour l'aider. Il a des liens avec des membres de l'opposition syrienne. Mais en parlant ensemble, Sami va le convaincre que son métier de photographe légiste le met dans une position exceptionnelle. وبده ياخذ قرار انه يترك الوظيفه. انا بالعكس الحيت ان يبقى قيصر في هذا الموقع. فاقترحت عليه انه لا يا خليك مستمر بعملك وخلينا نسحب هاي البيانات بشكل يومي. Il est au cœur de la machine de mort que le régime syrien a mise en place. Et petit à petit, Sami va arriver à convaincre César qu'il est le seul à pouvoir faire ce qu'il va faire. César va retourner travailler. Alors qu'il est entouré par les Mukhabarat, la direction du renseignement militaire, tous les jours, au péril de sa vie, il va doubler les photos des corps prises par lui ou dans son service. Tous les jours, il va copier ces images sur une clé USB et le soir, chez lui, stocker et organiser ces images. Des images macabres qui s'accumulent petit à petit sur des disques durs. Il va faire ça pendant 2 ans. Avant que l'étau se resserre autour de lui, il a l'impression que des soupçons commencent à peser sur ses activités. Cette fois, il n'a pas le choix, il doit fuir.
En 2013, grâce à l'armée syrienne libre, il est d'abord exfiltré en Jordanie et arrive ensuite à rejoindre l'Europe. Avec lui, les preuves de ce qui certes représente qu'un infime pourcentage de ce qui est commis. Faut pas oublier que César était chargé de photographier que les hommes, pas les femmes et les enfants, et uniquement ceux qui arrivaient juste des hôpitaux de Mazet et Tikrin. Et ben pourtant, c'est plus de 40 000 images qui seront inspectées par différentes ONG et services d'avocats internationaux et qui détermineront qu'elles représentent plus de 11 000 cadavres. C'est à ce moment-là qu'on lui donne le pseudonyme de César pour le protéger lui et sa famille qu'il a dû laisser en Syrie et qui ne reverra plus. En 2014, les images sont exposées au siège des Nations Unies, devant le Congrès américain. C'est César qu'on voit ici en train de témoigner directement, couvert avec sa capuche bleue. Toutes les précautions ont bien évidemment été prises pour garantir son anonymat. Et désormais, le monde entier sait ce qui se passe en Syrie. Une des parties qui me hante le plus dans l'ouvrage de Sontag, c'est où justement elle s'interroge sur ce pouvoir de la preuve. Le danger de la photographie, c'est de croire qu'une image peut parler d'elle-même. Sans légende, sans explication, elle peut être mal interprétée, instrumentalisée, voire même sa signification inversée. Une photographie, elle a besoin d'un contexte pour être comprise. Et voir ne signifie pas forcément croire. Elle parle de cette dichotomie qu'il y a entre la crédulité qu'on a face aux photographies, notre facilité à absorber le message visuel qu'elles offrent, sans forcément comprendre la réalité de la prise de vue, et en même temps, le scepticisme généralisé dû à l'évolution technologique, qui affaiblit la portée morale et politique de la photographie. Même les images d'atrocités sont souvent vues aujourd'hui avec détachement, comme si c'était qu'un genre parmi d'autres dans le flux médiatique. Cette dichotomie qui fait qu'une image, qu'une photo, symboliquement, elle est dans son essence même autant porteuse du vrai que du faux. La vérité d'une image, elle n'est pas dans ce qu'elle montre, mais dans l'intention derrière sa production et son usage. Deux photographies identiques peuvent raconter deux récits opposés, selon le discours qui les accompagne. D'où la facilité pour certains de contrer leur pouvoir d'authenticité, de propager des discours dans lesquels les massacres n'existent pas. Who verified the pictures? Who they verified that they're not edited and photoshopped and so on? Have you seen the photos? No, I didn't. It's just propaganda, it's just fake news. Chaque fois que la photographie corrobore les atrocités qui ont été commises dans son propre camp, la réponse classique est que les images ont été fabriquées, qu'aucune atrocité de cette sorte n'a jamais eu lieu. C'est l'autre camp qui a amené ces cadavres par camion depuis la morgue municipale et les a déposés dans la rue. Ou alors, oui, la tuerie a bien eu lieu, mais c'est l'autre camp qui se l'est infligée à lui-même. D'où pour moi la particularité des images de César, et pourquoi j'insiste sur leur déclenchement mécanique. Elles sont que des captures administratives, dépourvues d'intention de la part de leur auteur. Et elles ont donc valeur de preuve que par tous les experts du monde entier qui les ont ensuite authentifiées. Et on en revient à ça. Si on avait eu avant les images de l'Holocauste en 1945, si on avait su, etc. Selon David Crane, le procureur américain chargé d'authentifier le dossier César, ces images prouvent l'existence d'une industrie de la mise à mort jamais vue depuis l'Holocauste. The evidence in this case is frankly even stronger than that we had against the Nazis at Nuremberg. Les condamnations internationales vont pleuvoir. Des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité sont émis. D'autres le seront encore quand on prouvera ensuite aussi l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien sur son propre peuple. Please open the doors to courts so we can bring these criminals in front of justice. I shall now put the draft resolution to the vote. Those against. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of permanent members of the council. C'était il y a 10 ans. Bachar al-Assad est resté en place. C'est seulement il y a quelques mois là qu'a lieu la chute du régime Assad, où après plus d'une décennie de lutte, l'opposition syrienne arrive à reprendre Damas. Une décennie qui pointe en creux la faiblesse des institutions internationales. The war in Syria is about winning the heart of the people. Si tu t'inquiètes pour le pauvre Bachar, il est arrivé à s'enfuir en avion la veille de la bataille pour se réfugier en Russie.
où il bénéficie de l'asile humanitaire. Ouf, on a eu peur pour lui. Cette histoire, elle illustre pour moi un des thèmes, si ce n'est la thèse principale de son tag dans Devant la douleur des autres. L'enjeu, c'est pas tant la véracité absolue d'une image, qui peut être remise en cause, mais notre capacité à en faire un usage éthique et réfléchi. Parce que même les images les plus célèbres, les plus choquantes, peuvent être mises en doute, sans que ça annule leur force émotionnelle ou symbolique. Oui, on peut être que désespéré devant l'absence de réponse internationale aux images de César, à part des réactions outrées. Le régime syrien doit partir. Parce que ça a été quoi réellement l'impact d'images aussi fortes, horribles même, après tous les risques qu'il a pris pour les obtenir, mis à part souligner notre impuissance collective, même individuelle. Non, César n'a pas sauvé ses victimes, mais il a empêché qu'on les efface. أنا ولا لحظة من وقت طلعت من سوريا حسيت بالندم. كان واجبي إني أخبر العالم. On est le 7 octobre 2023. Très tôt le matin, plusieurs milliers de roquettes sont lancées contre Israël. C'est le début de toute une série d'attaques terroristes menées par la branche militaire du Hamas qui vont cibler plusieurs localités et bases militaires du pourtour de la bande de Gaza et même un festival de musique électro qui se tenait dans le désert de Negev. Ce jour-là, c'est 1188 personnes qui perdent la vie, hommes, femmes, enfants. C'est 4834 blessés et 251 personnes capturées et prises en otage pour être échangées contre des prisonniers palestiniens. L'origine de ce conflit, elle date de plus d'un siècle et on ne peut pas en parler correctement sans en connaître son histoire. Une histoire qui est tronquée, partiale, elle est toujours éloignée du réel. Je pense que c'est d'ailleurs ce manque d'information qui est la source principale d'absence d'entente, de communication entre deux camps qui se reprocheront continuellement la violence de l'autre sans jamais pouvoir se comprendre. October the 7th, the killings of civilians, the abduction of people and all that, to the Israelis, this just justifies everything they've ever been told about the Palestinians. And what they did to create the Palestinians, they didn't consider that for a second. Je sais que pour beaucoup de gens aujourd'hui, l'opinion et la connaissance c'est un peu des synonymes, mais avant de laisser ton commentaire sur cette partie de la vidéo, je t'invite quand même à t'interroger intérieurement si t'en sais assez sur ce sujet. Et pour toutes celles et ceux qui arriveront à se répondre à eux-mêmes avec honnêteté, je t'invite à aller chercher plus d'informations, mais pas ici. Parce que déjà, moi je suis pas un expert, malgré tout ce que je lis dessus, et qu'à nouveau, je suis pas une chaîne d'information. Nous, on va encore parler d'images, et des images, il y en a eu. C'est d'ailleurs ce que j'aurais pu faire, analyser les plus grandes images historiques qui ont illustré le conflit israélo-palestinien à travers le siècle. Toutes les photos qu'on a de la Nakba en 1948, qui montrent l'exode des Palestiniens qui fuient les expulsions forcées et les massacres. La photo de Yasser Arafat aux Nations Unies en 1974 avec son rameau d'olivier et son fusil. Un discours et une image qui vont bouleverser la vision que l'opinion publique avait des Palestiniens et qui mènera l'ONU à voter la reconnaissance du droit de ce peuple à l'autodétermination, à l'indépendance nationale et à la souveraineté. Les photos de la première ou de la seconde intifada, celle de Faris Sodeh, ce jeune garçon en train de combattre des chars en leur jetant des cailloux. Il sera tué une dizaine de jours plus tard. L'image de ce jeune homme, là aussi armé de cailloux, en train de brandir un drapeau palestinien durant la marche du retour en 2018. Image très vite devenue iconique à cause de sa ressemblance avec la liberté guidant le peuple. De la même façon, je pourrais montrer les images qui illustrent tous les attentats subis par les Israéliens, par les diverses organisations terroristes palestiniennes au cours des 60 dernières années, leur coût en victimes civiles. C'est un phénomène très ambigu de la distribution médiatique en continu. On va dire que par un biais du cerveau qui donne la préférence à la nouveauté, ou plutôt au plus récent, les images effacent les précédentes, et ainsi de suite, par effet d'empilement. Pour beaucoup, les images récentes de Gaza semblent avoir effacé ou atténué celles qu'on a eues du 7 octobre, qui elles-mêmes semblaient émerger sans contexte, effaçant les exactions israéliennes précédentes, qui prenaient la place des images des actes terroristes antérieurs subis, et ainsi de suite dans une chaîne sans fin. D'où l'importance pour certains de s'attacher à leur narratif, ne voir que nos images,
un des aspects de la photographie que Sontag développe dans Devant la douleur des autres. Pour ceux qui sont sûrs que la bonne cause est dans un camp, l'oppression et l'injustice dans l'autre, et que le combat doit se poursuivre, l'important est précisément de savoir qui est tué par qui. Pour un juif d'Israël, la photographie d'un enfant déchiqueté dans l'attentat contre la pizzeria Sbarro, en plein cœur de Jérusalem, est d'abord la photographie d'un enfant juif tué par un kamikaze palestinien. Pour un Palestinien, la photographie d'un enfant démembré par un tir de char à Gaza est d'abord la photographie d'un enfant palestinien tué par l'artillerie israélienne. Aux yeux du militant, l'identité fait toute la différence. Plutôt que de te parler de ces enchaînements de photographies d'un camp et de l'autre, je vais moi-même céder à l'appel du plus récent, ou plutôt du plus urgent. Je vais parler du parcours d'une jeune photographe. Je vais parler de Fatem Hassouna. Le hasard de la naissance l'a fait naître dans l'enclave la plus assiégée au monde en 1999. Un père chauffeur de taxi, une mère au foyer, plusieurs frères et sœurs. Il y a très peu de choses que je pourrais raconter sur sa vie, parce que je ne saurais jamais dire ce que ça fait que de grandir dans un tel environnement, un tel contexte. Mais Fatem, elle comprend très vite que son bouclier, ce sera ni la colère, ni la fuite, mais l'image. Elle va apprendre la photo et la vidéo au collège universitaire des sciences appliquées à Gaza et diplômée à 23 ans, elle comprend très vite que l'appareil photo qu'elle tient entre ses mains, c'est une arme. Et c'est cette arme qu'elle va utiliser quand, donc, en octobre 2023, la guerre revient à Gaza avec une violence d'une ampleur inédite. L'enclave est pillonnée, isolée, étranglée. Évidemment, sans aucune autre raison que pour leur sécurité, les journalistes étrangers sont interdits d'entrer dans le territoire. Et le monde devient aveugle à ce qui peut se passer désormais dans toute la Palestine ou la Cisjordanie. Seuls des locaux comme Fatem ont désormais le pouvoir de témoigner. Elle ne travaille pour aucun grand média, elle n'a pas de carte de presse officielle, mais chaque jour, elle sort avec son appareil photo ou son téléphone et documente ce que les autres ne peuvent plus capturer. Les files d'attente pour du pain, les immeubles effondrés, les enterrements improvisés, les enfants qui jouent entre deux cratères de bombes. Elle montre tout sans filtre, sans pathos, mais avec une forme d'urgence froide. Elle répond aux bombardements et aux balles des snipers par des déclenchements et des mégaoctets de données sur une carte mémoire. Mais rien ne peut m'arrêter. Je sors chaque jour dans la rue, sans but précis. Je veux seulement que le monde voie ce que je vois. Je capture ce qui racontera cette période de ma vie. Je capture cette histoire. Celle que, peut-être, mes enfants entendront un jour. Ou peut-être pas. Chaque publication sur Instagram, c'est une bataille pour essayer de trouver un petit peu de réseau, mais petit à petit, elle devient un point d'ancrage pour les personnes dans le monde. Le peu de personnes dans le monde qui veulent pas détourner les yeux et vraiment comprendre ce qui se passe là-bas au quotidien. Elle gagne d'ailleurs le surnom de l'œil de Gaza. Son travail va réussir à se diffuser. Il est repéré aussi par la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, qui la contacte pour faire un documentaire sur elle à distance, à travers des appels vidéo, des partages d'écran, des messages vocaux. I'm a photographer. Yes, I saw your photos. Ce projet, Put Your Soul on Your Hand and Walk, c'est un pont entre les deux femmes. Fatima y parle de sa vie, de ses doutes, de son besoin de transmettre. I want just to be in a normal place, in a nature, in a calm place, and breathe some clear air, feel peace, and feel I am a normal person. Ce sera, sans le savoir, son dernier projet. Bien sûr qu'elle n'est pas la seule à témoigner, et il y aurait bien d'autres histoires à raconter, d'autres images. Je l'ai dit, au premier jour de la guerre, Israël impose un blackout médiatique, sauf dans de très rares cas, et avec un accompagnement par des troupes militaires pour bien regarder uniquement là où ils veulent qu'on regarde. Et les accidents qui arrivent aux journalistes qui vivent déjà sur place, quand ils sont reconnus déjà comme journalistes et qu'on leur met pas l'étiquette de terroristes déguisés, le nombre de décès fait que ce conflit est le plus meurtrier pour les journalistes du 21e siècle. En avril 2025, on dénombrait 210 journalistes tués. Mais des journalistes comme Fatem qui ont réussi à faire sortir des images du pays. Des images terribles qui là aussi auraient dû tout de suite entraîner une condamnation internationale, plutôt que des débats interminables.
sur ce qui se passe vraiment, sur le champ lexical qu'on a le droit d'employer, quand c'était pas des condamnations pour apologie du terrorisme parce qu'on s'inquiétait publiquement de la situation. Je n'imaginais pas que dans une situation où, à l'évidence, il s'agit d'un nettoyage ethnique annoncé, avec en plus la volonté de faire disparaître, et c'est déjà le cas à 90%, toute une société en termes d'infrastructures, voire 2 millions de gens en errance, enfin bref, quelque chose qu'on a pu voir dans certaines séquences d'histoire et dont on ne pouvait pas comprendre comment ça avait été possible. Et bien là, au fond, je me rends compte pourquoi ça a été possible et pourquoi c'est à nouveau possible. Et c'est ça, moi, qui me bouleverse profondément, de voir qu'au fond, il y a une large indifférence. D'où vient cette indifférence ? Eh bien, parmi les nombreuses raisons, encore une fois, l'image. Des images dont la réception est toujours conditionnée par la proximité culturelle ou raciale. Sontag donne plein d'exemples qui mettent en évidence la hiérarchie implicite dans la perception des conflits. Ceux qui se passent ailleurs, notamment en Afrique ou en Asie, qui sont souvent traités avec plus de distance ou d'abstraction que ceux vécus par des semblables européens ou occidentaux. On a quand même ouvert les bras bien plus grands aux réfugiés ukrainiens, dont la couleur de peau est blanche, qu'à d'autres types de réfugiés. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture qui ressemble à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Et ben cette hiérarchie, elle conditionne même la reconnaissance publique des souffrances. C'est pas la quantité de douleur qui compte dans la reconnaissance morale, mais la proximité culturelle et émotionnelle du spectateur avec ceux qui en souffrent. C'est la fameuse loi du mort-kilomètre. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que dans certains contextes, on est capable de regarder des photographies de gens qui souffrent sans en être particulièrement touché, voire même de trouver ça justifié. All you have to do is to watch the TikTok videos of Israeli soldiers dancing and laughing and chortling and dressing themselves in the clothes of Palestinians and mocking the Palestinians and making humor out of blowing up homes. And they don't even hide it. They put it on TikTok. On m'a fait découvrir là récemment le travail d'un jeune américain sur les réseaux qui est d'origine palestinienne, Hamza Saada. Il se filme en stream ou avec une appli, je sais pas, c'est un genre de chat roulette. Il parle avec des Israéliens qui se connectent. Et enfin, il essaye de parler et c'est... How many Palestinians have you killed? 20. I don't know what is Palestinians. I know Hamas. In Gaza there is not civilians. I'm in the army now. I'm planning on killing everyone. I just want peace. You want peace? Didn't you just say you wanted to kill everyone? What's wrong with loving Palestine? Because it's Palestine too. But I'm Palestinian. Does that mean I'm a terrorist? Yes. Mm-hmm. Do you want Palestinians in Gaza to die? Yes. Do you think we want to kill civilians? We're not. 8-year-old terrorists, huh? Yes. Of the 12,000 that were killed, how many of those are terrorists? That's their problem. We told them. That's their problem. I'm from Palestine. Free Israel, you mother. Free Israel from what? I you up. Gaza, it's not people, the animals, you know. It's same the animals. If it's dead, it's okay. I'm from Palestine. Does that mean I'm an animal? Yeah. If you from Palestine, you animals. Yeah. What's wrong with you? Quelles sont les images auxquelles ces jeunes, voire ces très jeunes gens ont accès? Quelles photographies, quels discours ont bâti leur conception de la réalité au point de ne plus être capable d'envisager d'autres êtres vivants comme des humains, de plus au moins leur reconnaître une humanité, même si ces gens seraient leurs ennemis. They'll tell you about the propaganda and the brainwashing that happens almost right from birth. So that the sense of superiority and entitlement and fear and loathing of the Arabs, you're just brainwashed into them right from the beginning. When I used to believe in it, before 1967, I didn't know any better. It's just what I believed. You know, as a Jewish survivor of the Holocaust, why would I not believe in a Jewish state? Et ce sera quoi la vision des enfants palestiniens qui grandissent actuellement à Gaza, dans des ruines dans 10 ou 15 ans? Comment ils percevront les Israéliens? Comment ils percevront le monde entier qui restait silencieux? Bon, là je rentre peut-être dans des questions sans réponse, mais on a au moins la possibilité, nous, de s'interroger sur nous-mêmes. Quel est l'impact des photographies sur notre perception du réel à nous? Par nous, j'entends les privilégiés.
Ne pas souffrir de ces images, ne pas reculer devant elles, ne pas chercher à abolir ce qui provoque ce désastre, ce carnage, telles seraient, selon Woolf, les réactions d'un monstre moral. Et, dit-elle, nous ne sommes pas des monstres, nous qui appartenons à la classe cultivée. Notre échec est celui de l'imagination, de l'empathie. Nous n'avons pas réussi à garder cette réalité présente à l'esprit. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes qui sont encore capables, après bientôt 2 ans de conflit, toute une masse de photos et de vidéos, comment on est encore capable d'agir comme si le massacre n'existait pas? Contrairement aux périodes artistiques religieuses ou héroïques, le regard moderne sur la souffrance, il est marqué par la honte. Aujourd'hui, voir des images d'atrocités réelles, ça provoque souvent du malaise, un sentiment d'intrusion ou de culpabilité. Pour Sontag, elle, seuls ceux qui peuvent soulager ou apprendre de cette douleur, médecins, journalistes, historiens, devraient pouvoir légitimement regarder certaines images extrêmes. Pour les autres, notre regard devient forcément du voyeurisme, même malgré nous. À travers l'histoire de l'art, on a toujours représenté les violences faites aux civils, et même si c'était fait avec le prisme de l'esthétisme, ces œuvres cherchaient toujours à instruire, dénoncer, moraliser. Et l'art comme témoignage engagé, ça se prolonge encore aujourd'hui, avec des photographes et des artistes qui cherchent à mobiliser les consciences, même si l'efficacité reste discutable. D'où ce paradoxe, la compassion suscitée par les images peut être illusoire. Elle peut soulager notre conscience, nous convaincre que nous, on n'est pas complices, mais c'est une posture qui masque souvent, de fait, notre privilège, notre distance, voire notre participation indirecte à un système de domination. J'ai toujours été fasciné par ces images iconiques, celles qu'on présente comme ayant changé le monde. Et c'est ça le problème. Ces photographies remplacent la mémoire historique par des images symboliques. Elles tendent à réduire l'histoire à une galerie de clichés figés. Cette substitution de l'histoire par l'image, elle simplifie, elle isole, elle sentimentalise au lieu d'approfondir. La photographie devient alors un substitut de la compréhension, et plus son prolongement. C'est pour ça que j'ai parlé des images de Guerre à la guerre, de celles de César, et c'est pour ça que je pense que les photographies de Fatem Assouna sont aussi essentielles et puissantes. Elles sont pas iconiques. C'est pas juste la maxime, la citation qui fait mouche. Elles sont un chapitre entier du livre. Est-ce qu'elles ont un pouvoir d'apporter un changement immédiat sur la situation ? Malheureusement, j'en doute, mais ce sont ces images-là qui seront étudiées par les historiens. Ce sont ces photos qui nous permettront de comprendre entièrement la réalité qui se déroule sous nos yeux, de le garder en mémoire. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi craintes par tous les systèmes d'oppression. C'est pour ça qu'Israël a si peur des photos qui pourraient sortir du pays, et de celles et ceux qui les prennent. Where are you now? Gaza. This is my neighborhood. Le documentaire de Sepideh Farsi sur Fatem sortira en septembre 2025 au cinéma. En avril dernier, il était sélectionné par la section Acide du Festival de Cannes. Fatem devait elle-même essayer d'être présente si elle arrivait à sortir de Palestine pour faire le voyage. Mais le lendemain de l'annonce, et quelques jours avant son mariage avec son fiancé, le 16 avril, un missile israélien frappe le quartier d'Al-Toufa. Fatem est tué sur le coup avec 10 membres de sa famille, sa sœur enceinte, un frère de 10 ans, un bébé. Israël va déclarer qu'eux visaient avec précision un membre du Hamas et qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les victimes civiles. D'autres enquêtes, elles soutiendront qu'il s'agissait en fait d'une attaque ciblée visant spécifiquement la famille Assouna. Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, déclara que son seul crime était de tenir la chronique d'un génocide à travers des articles et des photos, ce qu'un régime génocidaire ne peut tolérer. Fatem avait écrit un jour sur son Instagram « Et puisqu'on parle de la mort, celle qui est inévitable, alors si je meurs, je veux une mort retentissante. Je ne veux pas être une brève, un chiffre dans une liste. Je veux une mort que le monde entendra, une trace qui restera à jamais, et des images immortelles que ni le temps ni l'espace ne pourront enterrer. » Les Japonais ont un kami, donc ça veut dire une divinité, qui s'appelle Kuebiko.
qui est représenté par un épouvantail. C'est le dieu de la sagesse, de la connaissance, il voit tout, il sait tout. Mais cloué dans son champ, il voit toute la souffrance du monde sans jamais pouvoir rien y faire. Ce sentiment profond d'absurdité, les Allemands, ils ont un mot imprononçable pour ça, Weltschmerz, traduit littéralement la douleur du monde. C'est le mal-être existentiel qu'on ressent tous un jour face à l'état du monde tel qu'il est, comparé à ce qu'on voudrait qu'il soit ou ce qu'on juge qu'il devrait être. Face aux injustices, aux guerres, aux souffrances collectives et à la conscience aiguë de notre impuissance à y remédier. Parce que nous, on a juste gagné à la loterie de la naissance et qu'on n'a pas trop à en souffrir comme d'autres. Cette mélancolie morale, j'imagine que ça a toujours existé, évidemment, mais jamais à l'échelle de notre époque hyper connectée. Là, dans le creux de ma main, j'ai accès instantanément aux images des souffrances de 8 milliards d'individus, entrecoupés de photos de chats ou de jeunes filles légèrement vêtues qui posent sur Instagram. Les atrocités circulent avec les autres nouvelles, sans hiérarchie, sans profondeur. Et l'exposition répétée, constante aux informations, à ces photographies, ces vidéos, aux images de la douleur des autres, c'est un phénomène extrêmement ambigu. Et je crois que aussi horrible qu'elle soit, on a la réponse à notre « Ah, mais si on avait su, si on avait eu les images », en tout cas pour notre époque. It's like we're watching Auschwitz on TikTok, you know. Had there been YouTube and Instagram and TikTok around Auschwitz, this is what we would have seen. People burning alive. La banalisation contemporaine des images de guerre, ça en fait des éléments presque normaux de la consommation médiatique. À force de voir, on est moins choqué. C'est l'effet pervers de la profusion des images. La compassion est rendue plus difficile. En montrant toutes les douleurs du monde, la douleur devient abstraite. La misère se globalise. Ça induit un sentiment d'impuissance et de confusion. Et en tant que spectateur, soit par phénomène de réactance, on devient cynique, parce que ça autorise la passivité, soit on est submergé, tout simplement. En psychologie, c'est des phénomènes qu'on appelle la fatigue compassionnelle, ou le burn-out empathique. Plus on montre de douleur, plus la compassion devient flottante, parfois décorative. La souffrance, ça devient un bruit de fond humanitaire, un pathos globalisé, vidé de substance politique. Sontag, elle parle aussi à un moment de Salgado, qui nous a quittés là récemment. Pour les personnes qui suivent une chaîne photo comme la mienne, elles savent que c'était sans doute un des plus grands photographes de notre époque. Son travail incroyable sur les migrants, les réfugiés, il pose des tas de questions sur l'esthétisation déjà, l'identification face à ces thèmes, et l'illusion d'impuissance. Qu'est-ce qu'on fait face à tant de souffrance ? Prises dans 39 pays, les photographies de Salgado regroupent, sous le même intitulé de migration, quantité de causes et de types de détresse. Élargir le spectre de la souffrance en la globalisant peut induire chez le public le sentiment qu'il doit être plus impliqué. Mais cela l'invite aussi à penser que les souffrances et les malheurs sont trop vastes, trop irrévocables, trop épiques pour qu'une intervention politique locale puisse transformer la situation de manière décisive. Avec un thème de cette ampleur, la compassion ne peut qu'être hésitante et tirer les choses vers l'abstrait. Proper response is, how can we channel our rage and healthy rage? And I'm afraid that's where we run into trouble, because apart from providing support, whatever material support we can give to the Palestinians, apart from providing moral support, apart from speaking the truth, we also have to accept that we're helpless, in the sense that all the conversations that you've had with the wonderful people that you've had on your program, all the talks that I've been giving, they've not saved a single life of a single Palestinian infant. And in the short term, they're not going to. And so the question is, do we stay silent, or can we continue to talk, make a contribution, hopefully, to wake people up in the long term? Can we hold on to ourselves? Can we hold on to our faith in humanity? Can we make a contribution that in the long term may make a difference? That's my response. And you know what, in the meanwhile, our hearts are breaking every day. Our hearts are breaking every day, and there's nothing we can do about that.
La valeur de témoignage de la photographie, ça participe à cette discussion, parce que la compassion seule, c'est insuffisant. Pire, ça peut même masquer l'analyse politique, nous convaincre que ressentir de la peine, c'est déjà agir, que mettre des likes sur des posts, c'est déjà faire quelque chose. Alors qu'il faudrait plutôt s'interroger sur notre rôle individuel dans la production ou le maintien des systèmes qui génèrent ces souffrances. Quelle action réelle, même à notre niveau minuscule, il est possible de faire. Les photographies que chacun reconnaît sont aujourd'hui un élément constitutif du choix des sociétés quant à ce qu'elles soumettent ou déclarent soumettre à leurs réflexions. Les sociétés nomment ces objets de réflexion souvenirs, ce qui est, à long terme, une fiction. Il n'y a pas, au sens strict, de mémoire collective, notion qui appartient à la même famille fallacieuse que celle de culpabilité collective. Ce qui existe, en revanche, c'est l'instruction collective. J'ai toujours été fasciné par ces images iconiques, celles qu'on présente comme ayant changé l'histoire. Mais c'est faux, elles n'ont pas changé. En l'illustrant, elles ont marqué le monde parce qu'elles sont témoignées d'une certaine réalité à un certain moment. Les images agissent pas de manière autonome. On attribue souvent à certaines photos la fin de la guerre du Vietnam, par exemple. C'est faux. Mais elles ont joué un rôle dans la mobilisation de l'opinion en s'inscrivant dans un ensemble de discours, d'institutions ou de contextes politiques. Il ne s'agit pas de condamner les images, mais de comprendre leurs usages, leurs limites, leurs effets ambigus. La photographie ne peut pas à elle seule instruire, guérir ou empêcher des violences. Elle peut éveiller, oui, mais à condition que le regard s'accompagne d'une pensée critique, d'un effort de contextualisation et d'une disposition éthique. Les photographies poignantes ne perdent pas fatalement leur pouvoir de choquer, mais elles ne sont pas d'un grand secours si la tâche est de comprendre. Les récits peuvent nous amener à comprendre. Les photographies font autre chose. Elles nous hantent. Elles nous hantent. Guerre à la guerre d'Ernst Friedrich est publié en 1924 et malgré l'impact de l'ouvrage, la Seconde Guerre mondiale éclate moins de 20 ans plus tard. Bachar al-Assad est resté plus de 10 ans au pouvoir après la publication du dossier César. C'est seulement le 6 février 2025, après la chute du régime, que le photographe peut enfin révéler son identité. Il s'appelle en fait Farid Almazan. Le 15 avril 2025, Fatem Assouna publie sur son Instagram une toute dernière image en story avant sa mort, qui montrait le crépuscule sur Gaza. La légende disait « C'est le premier coucher de soleil depuis longtemps ». D'aujourd'hui, non seulement de ne plus comprendre, mais de rigoler. Quand un homme comme moi vient leur rappeler la plus belle phrase qui existe sous le ciel, aimez-vous les uns les autres.